Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en direct. C'est un immense plaisir que j'ai encore une fois pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission Les Lives du Social Hub. Comme vous le savez, c'est une émission périodique coproduite par Digital 24 et Sonatel. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de Sonatel et le compte Twitter de groupe Sonatel, mais également sur la page Facebook de Digital 24. L'émission, vous la retrouverez en replay sur la chaîne YouTube de Digital 24 et sur le site digital24.tv. Je m'appelle Muntaga Sissé. Pour cette émission, nous parlerons bien entendu des data centers au Sénégal, comme vous l'avez vu sans doute dans l'annonce. Nous parlerons bien sûr de l'impact des data centers, de souveraineté numérique, de l'utilité surtout des data centers. Et pour parler de cette question, comme vous le savez, depuis quelque temps, on a beaucoup spéculé sur les data centers au Sénégal. Nous avons 4 invités qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre dans ce live, dans cette émission, les lives du Social Hub. Nous avons comme invité Ange Colli qui traitera avec nous donc de ces questions-là. Il est responsable ingénierie au data center de Sonatel. Nous avons également comme invité Maïbou Cham qui est ambassadeur Cluster Digital Africa, ingénieur réseau et sécurité, Madia Khatelo, Google Cloud Architect, donc architecte infonuage chez Google, et Kine Diagne Dimemeng, elle est responsable business développement Cloud chez Orange Business Service, la branche entreprise du groupe Sonatel. Donc, je vais tout de suite laisser le soin à nos invités de s'introduire et après on va justement entrer dans le fond du sujet. Je vais commencer par Ange. Bonjour et bienvenue. Alors, Ange, on ne vous entend pas. Peut-être que votre micro n'est pas activé. Madiakate, vous nous entendez, vous? Oui, je vous entends parfaitement. Bienvenue, Madame Meng Kine. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci. Maïbou, vous êtes là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je pense que c'est bon pour Ange. Alors, la première question, Ange Colli, vous êtes responsable ingénierie au data center de Sonatel. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les péripéties de l'installation, de la mise en œuvre du data center de Sonatel et puis son utilité justement? Alors, d'abord, merci pour cette opportunité que vous donnez pour nous expliquer et présenter le data center de Sonatel. Alors, effectivement, Sonatel est un opérateur intégré qui a émis le besoin de construire un data center au niveau de Dakar, après avoir sous les différents sites candidats pour alors, ce a démarré le projet en 2011 et inauguré en juin 2007 avec PG et le représentant du ministre. Alors, le processus de Sonatel pour ce data center-là, c'est déjà faire les clients. Alors, lorsque je parle de clients interne, donc le client interne sont les différents business units de Sonatel, à savoir la direction des réseaux et des plateformes et aussi la direction du système d'information du groupe Sonatel, ainsi que les clients des autres directions. Alors ça, c'est pour les clients internes. Maintenant, pour les clients externes, donc on a notre business unit qui est représenté ici par ma collègue Madame Kine, donc qui aujourd'hui sont le point d'entrée pour les clients externes. Alors pour les clients externes, certainement il reviendra sur les différents services qu'on propose à ces clients externes-là. Ça va de l'hébergement sec à l'hébergement via notre infra cloud. Donc ça c'est pour les besoins clients.
Autre besoin pour Sonatel, c'est qu'aujourd'hui, Sonatel, étant un opérateur télécom, dispose de plusieurs sites techniques. Qui dit sites techniques, c'est des sites qui doivent être, dont l'énergie doit être mise à disposition. Et quand on parle d'usage de l'électricité, derrière, il y a la facture. Donc, l'objectif de ce data center-là, pour Sonatel, c'est de pouvoir maîtriser cette charge énergétique-là. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les indicateurs poursuivis, il y a l'efficacité énergétique. Dans le jargon, on parle de PUE, Power Usage Effectiveness. Donc, pour résumer cet indicateur-là, c'est de voir dans quelle mesure ce que je dépense en énergie, que ça soit utilisé par les équipements informatiques, c'est-à-dire les équipements actifs. Donc, le rapport doit tendre, dans le meilleur des mondes, vers 1. Bon, on sait que ce n'est pas possible. Hein. Donc, on a un objectif de cette efficacité énergétique-là qui doit tourner autour de 1,6. Donc, sous d'autres cieux, dans les pays tempérés, comme la France ou ailleurs, ils peuvent descendre, ils peuvent avoir des efficacités beaucoup plus performantes parce que tout simplement, ils sont dans des zones où il fait froid, où ils n'ont pas besoin forcément de faire travailler la climatisation, qui aujourd'hui fait partie des charges énergétiques. Donc, mis à part cela, ce que je peux dire, les data centers, passer aux autres points, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éléments fondamentaux pour mettre en place un data center. Le premier élément, c'est de disposer de l'espace qui doit être, des bâtiments qui doivent être construits en respectant les normes. La deuxième chose qui est très, très importante, c'est la disponibilité de l'énergie. Et après cela, on a la disponibilité de la climatisation, puisque si on met en place des équipements actifs, à savoir tout ce qui est serveur, il faudrait bien pouvoir les refroidir. Et maintenant, enfin, il y a la partie desserte, c'est-à-dire comment faire pour accéder aux data centers et sortir des data centers. Donc, c'est l'élément clé pour un data center. Bon, après, derrière, vous avez, suivant le niveau de résilience que chaque opérateur se donne comme ambition, vous avez une classification des data centers. Donc, et puis, il y a une norme qui est mondialement connue. Il y en a d'autres, hein, qui est mondialement connue, qui est celle de Uptime Institute, donc, qui classifie les data centers de 1A à 4. Donc, 1, c'est le niveau le moins résilient, et le 4, c'est le niveau le plus résilient. Merci. Déjà, peut-être on va revenir plus tard sur la classification, mais j'aimerais déjà, pour qu'on reste dans ce sujet, donner la parole à Madia Khaté, qui se trouve actuellement au Canada, qui travaille, qui est Google Cloud Architect. Madia Khaté, est-ce que vous, à votre niveau, du point de vue international, vous pouvez un peu revenir sur l'historique de la mise en place de data center et de son importance justement dans l'écosystème Internet mondial? Merci Muntaga. Je salue tout le monde qui participe à ce panel et vos followers qui nous suivent un peu partout sur les différentes plateformes digitales. Pour parler de ce sujet, il y aura lieu de faire l'historique peut-être des data centers depuis la création du premier ordinateur, des microprocesseurs comme l'ENIAC par exemple. Dans les années 1950, on a vu la création des premiers data centers et ceci a évolué depuis pour arriver aujourd'hui avec la technologie à des data centers de type moderne aujourd'hui qu'on utilise pour partager des ressources et donner ces ressources aux utilisateurs. Pour les types de data centers, mon ami vient de faire un peu
la classification, mais avant cela, on pourrait parler de 4 à 5 types de data centers. On a des colocations, c'est comme un hôtel où vous arrivez, vous trouvez tout sur place, vous utilisez. Donc, la colocation, vous amenez vos serveurs et puis vous trouvez de l'énergie, vous trouvez de la climatisation, une connexion au réseau et vous mettez votre serveur et vous payez par mois. Ça, c'est un type de data center. Il y a des data centers d'entreprise, ok? C'est des ressources qu'une organisation dispose en interne. Donc, idéalement, avec une équipe qui gère les opérations. Donc, c'est des data centers souvent qui hébergent les applications qui sont propres à l'entreprise, comme les ERP, comme Oracle E-Business Suite, SAP, etc. Il y a aussi des data centers virtuels. Aujourd'hui, avec le cloud, une firme d'avocats peut décider de ne pas avoir de serveur chez elle. Donc, on va acheter des ressources telles que les firewalls, les load balancers, des serveurs, tous les composants, disons, informatiques, et va le déposer sur le cloud. Aujourd'hui, Google, Amazon et d'autres proposent ces types de solutions, ce qui permet de démarrer une entreprise avec zéro infrastructure. Il y a aussi des data centers qu'on appelle Edge. C'est des data centers qui sont poussés vers l'utilisateur, en fait, pour s'approcher des utilisateurs avec le développement des IoT, par exemple. On aimerait avoir des réseaux avec le moins de latence, avec des temps de réponse intéressants pour récupérer des données rapidement. Donc ça, c'est le type Edge. Et il y a un autre niveau qui est encore plus petit, qu'on appelle micro data center. Donc, très brièvement, les types de data center qu'on a. Maintenant, pour la classification, comme l'a si bien dit mon ami, il y a 4 types, disons, qui ont été désignés par l'Institut Uptime et qui permet aujourd'hui, suivant le niveau de disponibilité, de définir quel tiers, par exemple, on va utiliser pour héberger notre application. On sait que le tiers numéro 1 a un taux de disponibilité de 99,7,6. Disons 28 heures d'indisponibilité dans l'année. Donc, si j'héberge mon application sur ce tiers, j'aurai jusqu'à 28 heures d'indisponibilité. Il y a le deuxième tiers qui est très proche du premier, qui est de 22 heures. Et là, on n'a pas de redondance au niveau des équipements, au niveau de la fourniture de l'énergie, au niveau aussi de la climatisation, et il y a peu de redondance au niveau backup. Maintenant, le tiers 3 et le tiers 4 sont plus intéressants parce que le uptime, il est d'1 heure, par exemple, pour le tiers 3, 1,6 exactement. Et pour le tiers 4, c'est encore plus intéressant, c'est 26 minutes d'indisponibilité dans l'année. Donc, si on a une application qui requiert beaucoup de temps de disponibilité, qui ne doit pas tomber, en d'autres termes, une application e-commerce, par exemple, on va utiliser le tiers 3 et le tiers 4. Il y a eu un très long débat sur ces deux-là, mais la différence fondamentale, le tiers 3, on le note comme étant N+1. Le N, ça veut dire ce qui est nécessaire. Il a ce qui est nécessaire pour fonctionner et il a un backup, ça veut dire N+1. Et le tiers 4, c'est 2N+1. Donc, il a 2 fois ce qui est nécessaire et un backup. Donc, très brièvement, voici les classifications. Et on va peut-être parler des impacts plus tard. Mais pour la valeur aussi, si vous me permettez, je vais y arriver. Bon, il y a 2 paradigmes pour les valeurs. C'est quoi la valeur d'un centre de données? Au début, avec l'arrivée de la vulgarisation des PC, le boom Internet, le développement du modèle client-serveur, il y a eu beaucoup de données qui se sont créées. D'après le Gartner, en 2012, il y a eu 1 zettabyte
de données créées à travers le monde. Ce chiffre a évolué jusqu'à 59, c'est en 2020, avec tout ce qui est créé comme données, comme big data, etc. Avant 2000, essentiellement, les data centers étaient utilisés pour les applications internes, okay, pour les besoins spécifiques. Les données étaient stockées et valorisées, et pas valorisées, pardon. Et aujourd'hui, ces données sont valorisées à travers le big data, initialement avec les data warehouses, okay, des ERP qui fonctionnent pendant un certain nombre d'années, qu'on prend, on fait des data warehouses et on fait parler les données. Aujourd'hui, c'est encore poussé plus loin avec les IoT. Et ces paradigmes diffèrent suivant deux axes. Le premier axe, c'est en fait l'effectiveness, okay, l'efficience du travail. Donc, avant, on avait un modèle linéaire. Peut-être que je pourrais afficher un peu la formule. On a une formule linéaire pour traduire la valeur des data centers avant. Et maintenant, on a une formule qui utilise en fait une exponentielle pour dire que la valeur aujourd'hui est exponentielle à cause de deux facteurs. C'est la productivité du travail et l'innovation digitale. Aujourd'hui, les entreprises qui ont su comprendre ce paradigme ont utilisé l'innovation et la productivité en période pandémique, par exemple, pour booster les revenus. Donc, la valeur du data center suit donc deux paradigmes. Un premier paradigme qui utilise les data centers comme un support, okay, applicatif de stockage de données. Un deuxième qui utilise l'innovation pour faire parler les données et créer de la valeur. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser les autres parler et puis reprendre ultérieurement s'il y a d'autres questions. Parfait. Merci pour ces explications techniques, mais très claires, très intéressantes. Je me tourne maintenant vers Maïbou Thiam, qui est ingénieur sécurité et réseau. Maïbou, vous avez travaillé dans la mise en place d'un data center sur l'aspect infrastructure. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez nous expliquer quelle est la difficulté déjà de mettre en place un data center? Une fois mise en place, quelles sont les étapes pour le fonctionnement et l'importance de l'avoir dans un écosystème comme celui sénégalais? Mais vous, allez-y. Apparemment, votre Okay. micro n'est pas... Bonjour. Oui, Okay. c'est bon. Bonjour tout le monde. Ouais, merci pour l'invitation et merci d'avoir vous rencontré sur la partie data center au Sénégal. Je m'appelle Maïbou Thiam, je suis ambassadeur Cluster Digital Africa. Aujourd'hui, on est dans le discours du data center au Sénégal. Mon expérience sur la partie data center, bon, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises aux États-Unis sur le Tech Hub. J'ai vu des grosses data centers au Silicon Valley. À Google, j'ai vu beaucoup de choses. Et bon, on est en Afrique aujourd'hui. J'ai déjà visité la data center de Sonatel l'année passée. Et puis, c'était quelque chose de vraiment intéressant. J'ai participé avec votre équipe sur les équipements de core layer, distribution layer et access layer. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, la première chose, c'est que qu'est-ce que c'est un data center? Un data center, c'est un centre de données, okay, destiné à un lieu physique où sont regroupés différents équipements informatiques, tels que des ordinateurs, des serveurs. Sa fonction principale consiste à stocker des informations utiles au bon fonctionnement dans une entreprise. Alors, un data center, selon sa taille, la puissance des systèmes de stockage et des autres caractéristiques peut en effet consommer des milliards de données sur des clients, des individuels. On parle aussi de la partie sécurité, cyber security, qui est très important sur la partie data center.
parce que après de mettre mise en œuvre le réseau, il faut aussi penser la partie cybersecurity. Alors, aujourd'hui, sur la partie cybersecurity, une grande partie des data centers dans la planète proposés par Cisco, Sigma, sont concentrés à l'accueil des serveurs utilisés pour la navigation sur Internet. Toutes font l'objet dans une grande sécurisation, afin de protéger les données stockées dans ces endroits particuliers. Pour qu'un data center puisse fonctionner des fonctions optimales, certaines conditions devaient être réunies comme une excellente climatisation, un contrôle de la qualité de l'air, les serveurs informatiques et la puissance ne se apprécient pas vraiment. Une solution de alimentation électrique d'urgence et de secours dans une surveillance 24 sur 24. Bon, à mon avis, je trouve que après d'avoir visité le data center au Sénégal, qui est le premier data center au Sénégal, je trouve que c'était un boulot qui était bien fait. Et puis, j'ai aussi rencontré votre équipe de réseau, Soukoufara, Khalif Soukoufara. Et puis, j'ai vu que Orange est en train de mettre mise en œuvre au niveau du cybersecurity, qui est vraiment, vraiment un topic vraiment important. Bon, merci pour tout. Et voilà, de ce que j'ai vu sur le domaine de data center. Et de ce qui est important, c'est aussi de se mettre sur le cybersecurity. Merci Maïbou pour ces explications. Ouais, je vais laisser à mes autres collègues de participer. Voilà mon expérience que j'ai vue avec Dimension Data, que je travaille actuellement aussi en Switzerland, en Suisse, aussi avec Google que j'ai visité aux États-Unis. Et quand j'ai visité le Google Data Center, j'ai vu que beaucoup des Africains, ils sont vraiment dans le domaine. D'accord? Mais je l'ai dit, il faut qu'on revienne en Afrique. Il faut que, voilà, on regarde comment faire en Afrique de créer un Digital Africa. Alors, nous, on doit tout mettre en place. Ça veut dire qu'on a un data center en place. Ça veut dire sur la partie cloud, virtualization, on ne doit pas vouloir aller dire à Amazon, on veut un colocation, tout ce qui est, how do they call it? We want to get colocation. Non, on doit se mettre nous-mêmes ici en place. Et puis, je trouve que c'est vraiment intéressant. Effectivement, Maïbou, c'est justement ça l'idée de cette émission, pour montrer l'importance des data centers en Afrique et surtout au Sénégal. Et puis, expliquer à notre audience qu'il est désormais possible, au lieu d'aller chez Google et chez Amazon. Exactement, c'est possible. Bon, on est tous des Africains, on doit créer Digital Africa. C'est ça qui est la Smart Africa, quoi. Donc, je vais donner la parole à Madame Kidney Dimé. Thank you very much. Merci. Merci. Voilà, qui est responsable Business Development Cloud chez Orange Business. Justement, Madame Meng, on a vu, voilà, on a vu un peu comment ça se passait un peu partout dans le monde et au Sénégal également. Une fois un data center mis en place, il faudra bien sûr le rentabiliser, mais aussi convaincre les clients à mettre leurs données là-bas. Comme le disait Maya Bicham tout à l'heure, on a des data centers de Google, d'Amazon, etc. Aujourd'hui, on en a chez nous au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut pour justement convaincre les entreprises, les États à mettre leurs données localement? Est-ce qu'on a des data centers qui peuvent se positionner en termes de concurrence à celles qui sont dans le monde? Très bien, merci Mountaga pour cette opportunité que tu m'offres ici. Alors, le son n'est pas très fort, Madame Meng, si possible d'augmenter le volume de l'entrée. Alors, votre micro est fermé. Je vais vous demander de l'ouvrir un peu. Voilà. Est-ce que c'est mieux ainsi? C'est bon maintenant. Oui, c'est mieux. Allez-y. Super, très bien. Bon, voilà, merci Mountaga pour cette opportunité-là que tu m'offres de m'exprimer sur ce plateau-là avec ces experts qui sont autour de la table. Donc, bonjour aux followers qui sont en train de nous suivre. Alors, tu as posé une question très importante sur l'après-data center, c'est-à-dire après avoir mis en place le data center. Aujourd'hui, ce que je dois dire, c'est que
on a eu des prédécesseurs, donc comme Amazon, Google, Microsoft, etc., qui ont, on va dire, balisé le terrain, donc qui nous ont facilité, on va dire, les choses, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un domaine à la fois complexe et on va dire très technique, les data centers et tout ce qui est cloud. Alors, donc, la chance qu'on a eue, en tout cas, c'est ces prédécesseurs-là qui nous ont devancés sur le marché et qui ont un peu évangélisé une bonne partie des populations qui pourraient être intéressées par ce genre de solution. C'est un peu ce qui nous facilite la vie. Mais n'empêche, on sait qu'il y a un travail de fond qui est à faire. Il y a un travail de fond. Nous devons éduquer le marché parce que ce qui se passe au Sénégal est quand même assez différent de ce qui se passe au niveau international, en Europe ou aux États-Unis. On est encore très en retard par rapport à tout ce qui est maîtrise, compréhension des sujets cloud et data center. Et c'est ça un peu, on va dire, le challenge qu'on a au jour le jour. Donc, Maïbou l'a dit tout à l'heure, donc, Sonatel a démarré et précurseur en tout cas dans notre zone, dans le domaine, pour avoir mis en place un data center de type Tier 3+. Et donc, notre travail au quotidien, c'est d'expliquer, d'évangéliser et d'éduquer les populations pour qu'ils comprennent les enjeux et les avantages et justement l'utilité de ces data centers-là, ou de ce data center. Et ce que je dois dire, c'est par rapport aux arguments que nous donnons au quotidien, hein, c'est surtout pour moi la première chose, c'est la mutualisation. C'est un mot très important et c'est l'essence même du data center, c'est le partage. Le data center, son objectif premier, c'est le partage. C'est le partage tant sur la partie physique que sur la partie virtuelle. On sait que pour parler de data center, on parle d'abord d'environnement, on parle de site physique, on parle de normes. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que chaque start-up, chaque PME, chaque grande entreprise, chaque structure de l'État qui veut mettre en place son propre data center, investir sur tout ce qui est ressources physiques, sur tout ce qui est climatisation, sur tout ce qui est sécurité incendie, vidéosurveillance, sécurité d'accès, et la normalisation, la mise aux normes donc, de l'environnement, etc. Et ça, c'est une grande difficulté. Et donc, pour moi, c'est le premier argumentaire qu'on donne, c'est que les entreprises, l'État, etc., peut bénéficier de ces ressources mutualisées parce que le data center dispose déjà de tout cela et chacun qui vient se faire héberger là-dessus le partage, on va dire, le même investissement avec les autres. Et donc, du coup, il pourra faire des économies par rapport à s'il devait investir sur son propre data center. Donc, pour moi, c'est d'abord le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, au-delà du site physique, je pense que les participants l'ont dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est virtuel. Parce que c'est dans ces data centers-là qu'on installe les solutions cloud, donc les serveurs, les baies de stockage, etc. Et justement, on est capable aujourd'hui d'offrir à nos partenaires, à nos clients, des ressources informatiques à hauteur de ce dont ils ont besoin en termes de processeurs, de disques, de RAM, etc. Et ce qui permet justement d'avoir accès, en tout cas, à la ressource informatique très, très, très rapidement, sans besoin d'investir et de faire tout ce qui est virtualisation, de mettre en place les politiques de sécurité, les firewalls, les switches, les routeurs, etc. Donc, pour moi, l'argument et l'utilité première, c'est la mutualisation et pour moi, c'est le maître mot. Il faudrait que les gens comprennent que en venant dans les data centers, ils gagnent également du temps et en même temps, ils gagnent en CAPEX, donc en ressources et par rapport à l'investissement qu'ils auraient fait. Vraiment, c'est ce que je voulais partager par rapport à l'utilité des data centers. Et justement, aujourd'hui, je pense que, bon, Maïbou, tu l'as dit tout à l'heure, l'Afrique doit se digitaliser. Je pense que nos gouvernements sont en train de le comprendre ou en tout cas l'ont compris à travers les plans, par exemple Sénégal numérique 2025, etc. Et je pense dans d'autres pays également en Afrique, c'est la même chose. Et justement, on doit avoir des experts comme vous et nous qui devons accompagner l'État à mieux comprendre cela et à mettre en place ce qu'il faut.
Alors, ce qu'il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de tiering, mais derrière le tiering, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord une disponibilité énergétique. Et donc, si ces choses ne sont pas en place par rapport à nos États, par rapport à nos gouvernements, il sera vraiment difficile pour nos pays de dire qu'ils mettent en place des data centers si on n'est même pas capable de fournir l'énergie, par exemple. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un mouvement d'ensemble qui doit se faire entre les experts qui ont fait un peu l'international, qui ont les meilleures pratiques internationales, et les opérateurs telco qui ont la connectivité, par exemple, et justement tout cet écosystème-là numérique avec nos gouvernements pour pouvoir donc balayer le terrain et mettre en place plusieurs data centers qui vont justement contribuer à tout ce qui est souveraineté. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et à tout ce qui est économie d'échelle pour nos entreprises. Effectivement, merci. Pour la question. Merci. Voilà, merci Madame Meng sur cet éclairage. Vous avez beaucoup parlé de partage et de mutualisation. Et dans le partage, il y a le partage de la ressource électrique, de la ressource infrastructurelle, espace, etc. Et cela peut avoir justement des impacts. Et c'est le second sujet de ce thème. Je voudrais demander à Ange de revenir un peu sur les impacts. Une fois un data center mis en place, les clients commencent à l'utiliser en allant directement héberger leur contenu dans ces espaces-là au lieu d'avoir un sale serveur en interne localement. Quels sont les impacts? Est-ce que c'est possible de les citer, au moins donner les impacts phares qui peuvent avoir donc lieu, que ça soit pour l'entreprise, mais également pour l'écosystème de manière globale? Ange. Alors, le micro n'est pas activé, Ange, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon, merci. Vous m'entendez? J'espère qu'il n'y a pas d'écho comme tout à l'heure là. C'est bon, c'est parfait. Voilà, donc, par rapport aux impacts, hein, et avant même d'aller aux impacts, je ne sais pas si vous me permettrez d'apporter une précision pour ceux qui nous suivent. Hein. C'était concernant le data center. Effectivement, comme l'a dit Madia Khaté, le data center, c'est vraiment le contenant qui a tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement maintenant du contenu. Maintenant, le contenu, c'est tout ce qui est serveur, baie de stockage, et so on. Et pour résumer, en français facile, c'est un centre de données. D'accord? Donc, c'est ce qui fait que dans le jargon des data centers, vous avez les gros data centers. Et maintenant, vous avez les data centers qu'on construit pour être au plus près du client. C'est-à-dire, ce sont les edge data centers. Par exemple, typiquement, je donne un exemple hein, pour le Sénégal que je connais bien. Alors, l'État sénégalais a émis le besoin de construire une nouvelle ville à Diamniadio et faire de cette ville-là vraiment l'endroit où il faut investir dans le numérique et so on. Donc, on suppose que c'est un endroit où le flux de données risque d'être important et il faut gérer les temps de latence. Donc, dans l'ingénierie de data center, c'est là où on a commencé à déployer ce qu'on appelle les edge data centers, être au plus près du client et mettre des systèmes de cache où le client, s'il veut accéder à des données, il n'a pas besoin de retourner jusqu'aux États-Unis et revenir. Voilà, ça c'est pour résumer. Maintenant, pour revenir à ces impacts-là, c'est qu'aujourd'hui, le data center, comme je pense que ma collègue Kiné en a parlé, peut permettre à certaines entreprises vraiment de se recentrer dans leur cœur de métier. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je prends une banque quelconque du Sénégal, son métier premier, ce n'est pas de gérer l'énergie ou la climatisation ou la transmission, d'accord, au bord d'un data center. Donc, aujourd'hui, si dans l'écosystème sénégalais, il y a des data centers, dont le nôtre, qui est en mesure d'offrir à cette entreprise-là l'environnement sécurisé qu'il faut pour pouvoir déployer ses serveurs, s'il tient toujours à avoir ses propres serveurs, ça lui permet aujourd'hui de faire des économies d'échelle sur cette partie maintenance de tout ce qui est environnement technique. Ça, c'est de un.
Et de deux, si cette entreprise-là estime que acheter des serveurs, des baies de stockage, devoir payer une maintenance sur ces équipements-là, ce n'est pas son métier, tout simplement, aujourd'hui, l'écosystème de Sonatel est en mesure de fournir des infra virtualisés où il y a différents services qui sont déjà disponibles pour pouvoir satisfaire ces clients-là. Maintenant, après, derrière, il y a une éducation à faire pour aujourd'hui notre environnement sous-régional, hein, puisque on n'est pas encore arrivé à un niveau où on va, par exemple, sur du virtuel, sur le cloud. Donc, les gens, ils sont toujours, ils tiennent toujours, les différents DSI, ils tiennent toujours à avoir leur propre serveur et leur propre baie de stockage. Ma collègue Kiné ne me laissera pas mentir, puisque les gens tiennent toujours à avoir leur serveur. Mais je pense que petit à petit, avec le housing, c'est-à-dire la colocation sèche plutôt, excusez-moi, on arrivera à convaincre les décideurs sur l'opportunité qu'ils ont, c'est-à-dire s'ils confient physiquement leur serveur et au bout d'1 an, 2 ans, c'est zéro panne qui soit lié à l'environnement, je pense que ça permettra à l'Afrique et surtout dans nos sous-régions de pouvoir vraiment pousser les services du cloud et pouvoir développer cet écosystème-là. Et aussi, une chose est sûre, c'est que par rapport à ces impacts-là, en Afrique, on gagnerait effectivement, si je reviens à ce que disait tout à l'heure Chamla, à monter des clusters sous-régionaux. Hein. Donc, c'est-à-dire, on a la Côte d'Ivoire qui est à côté, à l'Afrique de l'Ouest, on a le Mali, le Nigeria. Donc, pourquoi pas pouvoir faire cette jonction entre les différents data centers et permettre à nos clients sous-régionaux de pouvoir disposer des infras pour pouvoir stocker leurs données, pouvoir stocker leurs applications et pouvoir les utiliser sans pour autant avoir besoin de faire appel à Amazon ou bien à OVH qui ont des data centers un peu partout dans le monde, dont on ne maîtrise pas forcément aujourd'hui comment ces data centers sont. Donc ça c'est de un. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le moment pour ne pas trop monopoliser le débat et laisser mes autres collègues s'exprimer sur les impacts. Voilà. Merci. Alors, nous parlerons bien sûr de sécurité, hein, surtout l'aspect souveraineté numérique avec Maïbou Thiam. Mais avant cela, il y a une question d'un internaute, Cheikh Bambanda, où je vais poser cette question à Madia Khatelo, qui dit en termes de business model, c'est une question qui va également intéresser Mme Meng Kiné Diagne. En termes de business model, quel serait l'argument financier à mettre en avant pour charmer les entreprises locales sénégalaises? Parce que oui, comme vous le savez, on a parlé beaucoup de techniques, de beaucoup d'intérêts, mais parfois les entreprises réfléchissent en termes de business, en termes de rentabilité. Et quel serait justement cet argument-là, ce business model, Madia Khatelo? Moi, je pense que la question a été déjà répondue tantôt dans le développement. En effet, l'argument financier de taille, c'est de dire qu'au lieu d'avoir 4-5 salles serveurs pour une entreprise, par exemple une banque, comme l'exemple qui a été cité, au lieu d'avoir 4-5 data centers où des serveurs sont la propriété d'un département qui tiennent à leurs serveurs, même s'il faut payer du hardware, des techniciens pour s'en occuper, des contrats de maintenance, etc., les mises à jour des logiciels, ok, toutes ces dépenses vont être sauvées quand on va utiliser une technologie déjà qui est mature, hébergée dans un centre de données de type avec les normes, les dernières technologies. Les compagnies gagneraient
à héberger, à faire héberger ou à utiliser directement les ressources d'un centre de données comme celui de la Sonatel ou de l'État. Donc, les économies sont immenses en termes financiers. Et au-delà de cet aspect financier, aujourd'hui, avec les centres de données, on gagne. Le time to market est réduit. Aujourd'hui, pour trouver un serveur physique, le raquer, mettre le réseau, mettre la climatisation, il faut des mois. Il fait des mois entre la commande et la réception pour que les sysadmins commencent à travailler. Avec le cloud, en 5 minutes, vous pouvez disposer d'une infrastructure, surtout maintenant avec l'existence d'outils d'automatisation comme des outils comme Terraform, par exemple, pour le cloud, pour ne citer que celui-là. Avec un script, on peut provisionner un data center virtuel au besoin. Et c'est toute la puissance des technologies utilisées dans les data centers. En un clic, on peut créer un environnement de développement pour les développeurs. Même si on ne met pas notre production sur le cloud, on peut avoir un environnement de développement qui est automatisé et qu'on peut supprimer après. Donc là aussi, on paye à l'usage. Ça, c'est un aspect important. Quand on a notre centre de données, qu'on utilise ou pas, on paye. On est obligé de climatiser. OK? On est obligé de brancher tout le temps le courant. Les serveurs sont disponibles. Les processeurs tournent à 10%. Alors que dans le cloud, on peut provisionner un minimum de serveurs. Et ces serveurs vont augmenter avec la charge. C'est toute la beauté des technologies. Un site e-commerce, la nuit, personne ne l'utilise. Il y a une intelligence interne qui fait que les serveurs vont faire un shutdown automatique. OK? De 100 serveurs, on peut se retrouver à 10 qui vont gérer la charge et le matin, il va détecter l'arrivée des connexions, il va mettre des serveurs supplémentaires de façon automatisée. C'est des gains financiers en termes d'économie d'énergie, d'économie de temps, de déploiement, d'utilisation. Donc, je pense avoir répondu à la question. S'il y a d'autres développements, alors, je vais oui, revenir. je vais peut-être reposer la même question à Mme Meng Kiné-Diagne en termes de business model, puisque vous êtes en charge du business développement cloud chez Orange Business Services. Vous avez sans doute eu à réfléchir sur cette question-là. Quelle serait votre réponse, justement? Le micro, s'il vous plaît. Merci. Absolument, Mountaga. Ouais, revient, on va dire. Maintenant, moi, je vais l'aborder de 2 angles. Vous savez, on l'a dit tantôt, les data centers permettent d'offrir essentiellement 2 types de services. L'hébergement physique, lorsque le client il amène ses équipements, et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le housing ou la colocation, ou l'hébergement virtuel, lorsque le client loue des ressources, il n'est pas propriétaire des serveurs, il loue des ressources, RAM, disques, etc., et il l'utilise. Maintenant, pour le premier cas, la partie data center physique, pour moi, l'avantage financier, généralement, hein, on a pris l'exemple des banques tout à l'heure. Si je prends le cas du Sénégal, on a très peu de banques qui ont leur site de reprise d'activité hors du centre-ville de Dakar. En tout cas, généralement, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont à 5, 7, 8 km, maximum 10 km entre le site principal et le site de backup. Alors, vous vous rendez compte que s'il y a un incident majeur sécuritaire lié à la ville de Dakar, ces structures-là peuvent avoir des risques d'arrêt sur leur service, ou en tout cas sur leur business. C'est ce qu'on a remarqué et on a vu récemment lors des incidents de mars dernier. J'ai vu des banques qui avaient leur site de backup dans la zone où il y avait des incidents parce que c'était un peu partout dans Dakar, le site principal au centre-ville, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai risque si jamais un jour il y avait des incidents majeurs à Dakar
de ce genre qui pourraient impacter un peu un périmètre de 10 km, etc. Et donc, du coup, ces gens se sont dit, on va penser à externaliser un peu plus loin notre site de backup. Donc, pour moi, ça, c'est un premier argument financier parce que la donnée, c'est quelque chose qui coûte. Généralement, je pense que les gens ne valorisent pas la donnée, on ne s'en rend pas compte, mais la donnée, elle a une valeur financière. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, une banque qui ne fonctionne pas pendant 2 jours, c'est un impact très, très important sur son business et également des risques de réclamation, des risques de procès même vis-à-vis de ses clients. Et on a vu des cas comme ça où il est arrivé des structures financières qui n'ont pas fonctionné pendant 10 jours. Faute de sécurisation, parce que tout est regroupé, tous les œufs sont dans le même panier. Le site principal, le site backup sont tous dans la même salle, à, je sais pas moi, 3 mètres d'espace, parfois sur des racks côte à côte, etc. Et ça, je vous dis, au Sénégal, c'est quelque chose qu'on rencontre très, 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 très souvent. Donc, le premier argument sur la partie physique, ce serait ça. Le fait de déplacer une partie de ces infrastructures permet de sécuriser et donc de gagner, en tout cas, sur le risque lié à la perte de données. Ça, c'est le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple, c'est par rapport à tout ce qui est virtuel. Aujourd'hui, par rapport au cloud, on va dire, l'argument financier, c'est d'abord pour moi l'obsolescence des équipements. On sait que les équipementiers, lorsqu'ils construisent des équipements, ils mettent d'abord une durée, ils le mettent d'abord en fin de vie, en fin de vente, ce qu'on appelle le end of sales. Ensuite, ils le déclarent en end of life, end of support, etc. Et à la fin, l'équipement, même s'il fonctionne toujours, court des risques de ne pas pouvoir être dépanné en cas de problème parce que l'équipementier a décidé de le retirer de la liste des équipements supportés ou bien de le retirer de la revente, etc. Et donc, généralement ou en moyenne, on se rend compte que chaque 5 ans, ceux qui investissent sur des data centers physiques chez eux se retrouvent devoir refaire l'investissement. C'est des centaines de millions avec notre économie qui est pas très forte aujourd'hui. Les structures sont confrontées vraiment à cette difficulté-là. Pour moi, c'est un premier argument. Pourquoi devoir remplacer chaque 5 ans des équipements si on peut laisser la responsabilité à un cloud provider qui va s'en occuper? Je loue les ressources aujourd'hui et je suis en mode OPEX tout le temps. Voilà, parce que aujourd'hui, on sait que la mise en place d'un data center, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de temps que ça nécessite. La fourniture, parfois, lorsqu'on demande les équipements, on doit les rentrer en fabrication avant de les recevoir. Une fois reçus, il y a tout un process de dédouanement, etc., de préconfiguration, de pré-rackage, de rackage. Après, on démarre les configs avant de mettre en service. Donc, le time to market est très, très, très long. Donc, pour moi, c'est aussi ça un argument financier que de dire, je dis n'importe quoi, une assurance, un produit marketing à lancer tout de suite parce que, voilà, il y a un événement où, voilà, il y a des départs à la Mecque, etc. Et donc, il y a une offre marketing à lancer. Au lieu d'attendre, de faire une commande de serveur, venir faire l'implémentation, que ça prenne 3 mois, 4 mois ou parfois plus, pour moi, cette assurance-là va souscrire tout de suite à un service cloud et le lendemain, son application, si elle est déjà développée, peut être fonctionnelle et accessible à ses clients. Donc, le time to market est fortement réduit et ça, c'est un avantage financier pour moi d'une grande dimension qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, globalement, c'est sous ces deux angles-là qu'on le voit. Et maintenant, les très petites entreprises, les startups, les petites PME, franchement, moi, je ne vois pas une PME investir sur un serveur qui va lui coûter tout de suite en CAPEX 5-6 millions, là où l'hébergement virtuel va lui coûter 20 000 francs par mois. Pour moi, le calcul est vite fait. Et c'est là vraiment que nous devons, en tout cas, aider à comprendre un peu ce business-là de cloud et data center pour que les entreprises aient plus confiance et puissent adhérer. Maintenant, nous, on le fait au quotidien pour ceux qui ne sont pas très à l'aise ou qui ne comprennent pas. On ouvre des POC, on ouvre des tests qui sont gratuits à ces startups, en tout cas à cet écosystème-là, pour leur montrer que le data center, le cloud, au Sénégal, en tout cas, c'est une réalité et vous le testez et vous l'adoptez.
Donc, voilà en gros un peu les arguments qu'on donne au quotidien. Merci, merci Madame Meng qui nous dit. Mais alors, il y a une question d'un internaute, Seydou Seck, qui demande l'intérêt des data centers pour les universités sénégalaises et les chercheurs. Mais nous allons mettre ça dans le dernier tournant de l'émission, c'est-à-dire la souveraineté numérique. Et justement, je voudrais poser cette question à Maïbou Cham, qui est ingénieur réseau et sécurité. On a beaucoup parlé de sécurité, surtout la dernière intervention de Madame Meng. Quelle est l'importance déjà de la sécurité dans un data center, justement, pour qu'on parle de souveraineté numérique? Oui, merci. Je pense que le terme sécurité est un terme très important parce que dès qu'on déploie un réseau, on a besoin. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est de mettre sécurité, ça veut dire firewall, et aussi de mettre de ce qu'on appelle intrusion, IPS et tous les filtrages. Alors, la partie sécurité est très, très importante. Même aux États-Unis, Cisco a été hacké plusieurs fois l'année passée pendant la pandémie, beaucoup des entreprises. Et ils étaient vraiment sécurisés avec des firewalls les plus firewalls qui sont vraiment suffisants, mais toujours il y a ce que l'on appelle les black hackers, les white hackers. Il y a toujours des intrusions dans tout le réseau informatique. On ne peut pas dire qu'on est 100% sécurisé, non. Il y a toujours un moyen parce que aussi moi j'ai aussi pris mon temps de faire de recherche sur la partie cybersecurity. Aussi j'ai fait la certification Certified Ethical Hacker pour savoir vraiment de ce que les hackers font et comment ils font les pénétrations. Alors c'est la sécurité, on ne doit pas vraiment jouer avec ça. Ça c'est la deuxième chose. Après l'installation et mise en œuvre du réseau, on a besoin de la partie sécurité, mettre le design, mettre notre firewall et commencer la configuration aussi. Moi, à mon côté, je conseille les entreprises de temps en temps de faire pénétration, test de pénétration en interne pour voir le réseau, comment c'est mis en place, la partie sécurité et la partie VPN, est-ce que c'est bien sécurisé. Alors ça, vraiment, c'est un terme vraiment, vraiment important et je suis content que cette question ait été mise, quoi. Alors, merci Maïbou Cham. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais demander à Ange, je vais lui passer la question de Seydou Seck qui demande l'intérêt justement des data centers dans les universités sénégalaises et les chercheurs. Bon, pour le cas du Sénégal, nous en avons beaucoup. On a le data center de Sonatel installé à Rufisque. Vous avez le data center de Free. Vous avez le data center de l'ADIE également et quelques petits data centers, on les appelle comme ça, de la douane, etc. Et dans l'enseignement supérieur, est-ce que, comme l'a bien expliqué Madame Meng, est-ce que l'enseignement supérieur doit construire son propre data center ou bien va profiter de l'expertise des privés comme Sonatel pour justement utiliser la capacité qui est offerte là-bas? Quel est l'intérêt justement pour les universités et les chercheurs? Alors, je vais prendre la parole et peut-être Madame Kiné va compléter. Effectivement, aujourd'hui, les universités sénégalaises et même les chercheurs qui sont dans ces universités-là, l'avantage d'avoir un data center et l'environnement qui devrait leur permettre d'avoir les plateformes virtuelles pour pouvoir faire non seulement si ils font dans le développement pour pouvoir développer des solutions. Ça, c'est par rapport aux universités. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont disponibles, qui peuvent être mises en place. Et ça leur permettrait, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, bon, nous, on est passé par l'université Cheikh Anta Diop. Les moyens ne sont pas forcément terribles par rapport à ce qu'on a dans les universités, dans les autres universités européennes ou américaines. Donc, si aujourd'hui, avec l'avènement des data centers
au Sénégal, ça leur permet de réduire les CAPEX, c'est-à-dire le budget d'investissement dans des data centers et même dans des équipements informatiques. Pour moi, c'est à la bonne heure. Hein. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, Sonatel, pour ce qui le concerne, certainement a des joint ventures avec les universités du Sénégal. Je pense, personnellement, j'ai reçu une équipe de l'université virtuelle du Sénégal au data center et pour leur présenter déjà le data center, la partie environnement, la sécurisation qu'il y a et les aspects sécurité aussi. Et aussi l'intérêt qu'ils auraient à effectivement explorer ces opportunités que nous, on a mis en place. C'est-à-dire leur éviter de faire des investissements dans des salles techniques, dans du hardware, devoir supporter tout ce qui est renouvellement d'infra, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si, Madame Kine, tu avais un point à ajouter. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'avantage qu'ils ont vraiment que ces dernières années au Sénégal, on ait cet environnement qui est déjà disponible, que ce soit Sonatel, Free ou le ADI. Donc, pour Sonatel que je connais bien, on a déjà mis en place les infras qui permettront à ces structures universitaires-là de pouvoir disposer de l'environnement informatique, encore une fois, pour pouvoir travailler et s'ils ont des applis à développer ou bien des recherches à faire, il y a les infras qu'il faut. Alors, peut-être avant, oui, Madame Meng, si vous avez quelque chose à ajouter, Oui, et puis après, oui. je vais passer une question à Madia Khaté, et puis on va clôturer dans quelques minutes. Allez-y. Très bien, oui, très, très rapidement. Je vais vous rassurer, hein, les universités sénégalaises ont compris l'avantage du cloud et du data center. Et nous les avons accompagnés, donc pour la bonne information, nous les avons accompagnés pendant la crise sanitaire surtout, parce qu'il fallait que les étudiants restent à la maison, il fallait que les cours continuent parce qu'on ne savait pas vraiment quand est-ce que ça allait prendre fin. Et donc, nous les avons accompagnés à mettre en place des plateformes dans le cloud pour que les cours puissent être accessibles en ligne, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas eu de mal à les convaincre. Et même pour certaines, elles sont venues proactivement vers nous. Donc, ces universités ont compris un peu l'avantage du cloud et surtout la vitesse avec laquelle ils pouvaient saisir ces opportunités d'avoir des ressources, de continuer à fonctionner sans forcément attendre. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle par rapport à nos universités sénégalaises. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que les universités doivent investir sur leur propre data center? Moi, j'ai l'habitude de le dire. Hein. Pour moi, une université, c'est pas l'IT son métier. Elle doit apprendre, voilà, donner des connaissances aux étudiants. Et pour moi, le budget, une bonne partie du budget, en tout cas des universités, devrait servir au contenu éducatif plutôt qu'au contenant. Donc ça, c'est vraiment mon avis personnel et je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et je vais même au-delà des universités. Pour moi, c'est l'État de manière générale. On le voit, hein, beaucoup de structures de l'État construisent leur propre data center. On en voit qui ont chacun une stratégie personnelle de mettre en place des data centers. Et on sait qu'un data center, c'est vraiment pas, voilà, c'est des coûts importants. Et donc, après, je me demande, mais comment est-ce que ça peut être accepté que chacun dise, ben, je mets en place mon propre data center et tout est quand même ressources financières de l'État. À un moment donné, pour moi, il faut la mutualisation forcément. Et donc, c'est pourquoi je salue vraiment le data center de l'ADIE parce que il devrait permettre en tout cas de regrouper toutes ces instances-là, en tout cas toute cette manne financière qui est en train d'être utilisée un peu partout. Et ça permet globalement à l'État de faire des économies. Maintenant, le data center également de Sonatel, qui est le précurseur, va montrer la voie, à mon avis, sur ce qu'on peut faire avec le data center au grand bénéfice de toutes les populations et qui peut même proposer des services de backup, par exemple, à l'ADE. Donc, la question, est-ce que les universités doivent construire leur data center? À mon avis, non. Les universités doivent vraiment investir sur les contenus éducatifs
et utiliser les data centers pour aller vite dans ce qu'il doit faire. Merci, merci, Madame Meng. Alors, une question à Madia Khaté, concernant les startups. Il y a un internaute, Nicolas Mandi plutôt, qui dit comment faire pour que les startups adhèrent au cloud sans avoir peur des dépenses. Ben, c'est des dépenses en informatique. L'informatique est un outil qui coûte cher. Ça, c'est un fait. Il faut beaucoup de choses pour faire fonctionner l'informatique. Donc, pour une startup qui n'a pas beaucoup de moyens, le cloud s'offre comme une solution moins onéreuse parce qu'on a besoin de zéro pour commencer. Ce qui n'est pas le cas pour un data center classique. Il faut acheter le bâtiment, il faut acheter tout ce qu'on a cité depuis le départ. Donc, le cloud aujourd'hui permet même certaines utilisations personnelles d'avoir un forfait qui peut aller jusqu'à $300. Dès que tu ouvres un compte avec Google ou Amazon, tu peux déjà commencer à travailler là-dessus. Donc, pour un start-up, c'est vraiment l'idéal, la solution la plus apportée c'est d'acheter des ressources sur le cloud. Merci. Alors, une dernière question à Maïbou Cham, ensuite à Ange, et ensuite, après, on va clôturer. À Maïbou. Alors, justement, sur l'aspect sécuritaire, vous avez parlé justement de pas mal d'aspects concernant la sécurité. Comment, justement, puisque vous êtes ingénieur en sécurité réseau, comment convaincre les utilisateurs, les clients à choisir un data center sur l'aspect sécurité? Quels sont les arguments qu'un data center doit mettre en place pour donc assurer la sécurité des données de leurs clients? D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Après avoir mis en place un réseau, il faut de ce qu'on appelle un SOC, Security Operations Center. Alors, un SOC est un centre de commande pour les professionnels de la cybersécurité, en fait, qui se charge de surveiller, d'analyser et de protéger une entreprise contre les cyberattaques. D'accord? Et pourquoi installer en fait un SOC? L'avantage clé d'avoir un centre d'opération de sécurité est l'amélioration de la détection des incidents de sécurité par la surveillance continue et analyse de l'activité des données. Ça veut dire que donc on met une place en data center, on doit installer de ce qu'on appelle SOC, Security Operations Center, qui va pouvoir surveiller toutes les données rentrant et sortant et qui va permettre aux sécurités au niveau de incident qui est cyber attaque. C'est pour ça que aux États-Unis, avec Google Data Center, ils ont tous mis de ce qu'on appelle un SOC service, un SOC service qui est en fait un terminal central qui permet de faire des analyses et des reports. Voilà. Merci. Merci. Alors, on a déjà épuisé le temps qui nous est imparti. Oui, on se donne merci. 2 minutes supplémentaires, une question à Ange et une dernière à Madame Meng. La question à Ange, elle est posée par Blair O qui dit bravo à la Sonatel pour la création de ce projet. Quelles sont les modalités pour avoir un accès gratuit afin de tester les services proposés? Oui, alors, je pense que tout à l'heure, ma collègue l'a posé. Au niveau de Sonatel, l'équipe business peut mettre en place des POC pour des proof of concept, pour montrer aux clients qui ont encore des réserves ou des doutes que en fait le cloud aujourd'hui c'est une réalité au Sénégal. Et ça c'est par rapport à ça, la question du client. Et maintenant, pour tout à l'heure l'intervention de Maïbou, effectivement, au niveau de Sonatel, ça on l'a bien compris. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis en place un SOC aussi pour notre environnement cloud par rapport aux services qu'on propose aux clients.
Kiné. Merci. Alors, oui. Alors, je vais rajouter la question à Madame Meng, comme ça vous allez répondre d'un seul coup. La question, elle est affichée à l'écran hein, de Amine Kebe, voilà, qui dit comment surmonter l'appréhension des entreprises face au cloud, notamment dans un contexte de business informel et de comptabilité laborieuse, compte tenu de la traçabilité fiscale, douanière, tant crainte par une grande partie de nos entreprises. OK. OK, par rapport à la première question, je pense que c'était comment disposer de plateformes de test gratuitement. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais il y a une adresse email, demande cloud, demande avec S, cloud@orange-du-6 sonatel.com. Donc, demande avec S, cloud, collé, @orange-du-6 sonatel.com. Donc, sur cette adresse email, si vous envoyez une demande, quelqu'un va réagir, on va essayer de qualifier et de voir un peu ce qu'il vous faut. Et puis, on a des gabarits. Hein, pour dire vrai, on a des gabarits de tests qu'on propose sur des périodes pas trop longues par contre, parce qu'il ne faut pas qu'on mobilise des ressources un peu trop longtemps. Ça, c'est les offres de POC. Elles sont gratuites. Il n'y a pas de cotation financière à l'avance. On donne juste le gabarit donc on a validé et sur la période. Et après, le client qui a testé va dire c'est OK, maintenant je veux une offre, etc. Je veux souscrire ou pas. Ou elle va tout simplement demander qu'on déprovisionne et après c'est fini. Sinon, on a également le try and buy qui va un peu au-delà. Sur la solution de try and buy, l'offre de try and buy, on qualifie avec le client son besoin. On est vraiment sûr des capacités qu'il faut. On fait une offre en amont et qu'il accepte à travers un bon pour accord et la plateforme est provisionnée et sur une période, elle est utilisée sans être facturée. À la fin de la période, le client va nous dire, ben, j'ai fait le try, c'est OK, je fais le bail et dans ce cas, on passe à la facturation directement. Ou bien elle va dire, ben, j'ai fait le try, c'est pas OK pour moi. Et dans ce cas, on déprovisionne, on lui dit bye bye et il n'y a pas de paiement. Donc, c'est les deux modèles. Si vous envoyez en tout cas une demande à cette adresse-là, demande cloud, @orange-sonatel.com, quelqu'un répondra et on vous accompagnera. Donc, ça, c'est par rapport à la première question. Maintenant, par rapport à la deuxième question, les appréhensions, j'avoue que on a la question, hein, elle revient plusieurs fois parce que les entreprises informelles, pour la plupart, bon, voilà, je pense que elles essaient un peu par rapport à la fiscalité de ne pas être, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas par rapport à la fiscalité, il y a des craintes. Donc, les questions qui nous sont posées, si on héberge chez vous, est-ce que vous n'allez pas envoyer nos données à l'État? Est-ce que vous n'allez pas envoyer nos données à la fiscalité et tout ce qu'on a comme information sur notre business se retrouve entre les mains de l'État, etc. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contrats. Hein, on signe des contrats avec nos clients. Il y a des formulaires d'abonnement. Et dans les formulaires d'abonnement, il y a tout ce qui est confidentialité lié à ce que vous déposez. Et même nous, Sonatel, n'avons pas accès aux données qui sont déposées parce que dès qu'on met en place la plateforme, l'utilisateur va venir à la première connexion modifier ses mots de passe et en être autonome. Donc, de ce point de vue, voilà, il n'y a pas Sonatel n'a pas accès et ne peut pas. Maintenant, nul n'est au-dessus des lois, de la loi. Si un jour l'État, je dis n'importe quoi, c'est jamais arrivé en tout cas, fait des réquisitions, comme c'est le cas en ce moment, on peut faire une réquisition à la police pour avoir, retrouvé celui qui utilise son téléphone. Si l'État, à travers une réquisition, demande des choses à la Sonatel, pour moi, tout ce que Sonatel peut faire, c'est se conformer à la loi qui est en vigueur en ce moment-là, tout simplement. Mais il faut vraiment se rassurer. Aujourd'hui, nos adresses mail sont depuis très longtemps chez Google, chez Yahoo. Nous faisons des échanges et on n'avait pas cette crainte-là de dire est-ce que voilà nos échanges mail ne sont pas envoyés à quelqu'un, etc. Donc pour moi, il n'y a pas à avoir de crainte là-dessus. Sonatel est une entreprise bien sérieuse qui ne peut pas se permettre ce genre de choses et donc venez adhérer au cloud, c'est hautement sécurisé.
Merci. Alors, un dernier tour de table pour Madiakhaté, Ange et Maïbou sur la souveraineté numérique parce qu'on l'a très peu abordé, effectivement. Alors, Madiakhaté, sur la souveraineté, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la souveraineté, pour être bref, être souverain, à mon avis, numériquement parlant, c'est répondre à la question: est-ce que vos données sont-elles vos données? Aujourd'hui, on a bien commencé, on a des centres de données, c'est vrai, mais comment la question légitime que se pose le client lambda: où vont mes données? Qui a accès à mes données? C'est la question avec Madame Dimé tout à l'heure. Et pour cela, on doit avoir des garanties, un certain nombre de standards qui sont appliqués, par exemple, par Google. Ne jamais vendre les données du client à un tiers. Ne jamais utiliser les données du client pour de la publicité. Est-ce que les données sont cryptées, même étant dans le centre de données de la Sonatel, par exemple? Est-ce que les données sont cryptées, même au niveau des disques? Quand ça transite dans le réseau aussi, est-ce que les données sont cryptées? Qui a accès à ces données? OK? En interne, un sysadmin peut se débrouiller pour avoir des données. Ça s'est passé récemment dans une banque ici au Canada. Il y a eu plus de 7 millions de clients qui ont vu leur identité vendue dans le darknet. OK? Ne jamais donner accès à aucune entité gouvernementale. Là, ça revient sur la question de Mme Diné. Il y a des lois et des règlements, certes, mais aucune entreprise exploitant un centre de données ne doit livrer des données à un gouvernement. Les pratiques sur le caractère privé des données sont-elles auditées par rapport aux normes internationales, aux standards internationaux? Donc aujourd'hui, on doit pouvoir avoir des cabinets qui certifient que les centres de données que nous avons respectent un certain nombre de standards qui sont partagés, connus. La transparence des accès. Qui a accès à des données? À quelle fin? Même si ce n'est pas instantané, on doit pouvoir le tracer. Qui a fait quoi? Aujourd'hui, un client qui accède à un compte bancaire, même s'il n'est pas su tout de suite, d'ici 3-4 jours, son supérieur peut l'appeler pour lui dire que tel jour, tu as eu accès à tel compte. C'était pour faire quoi? Donc ça revient un peu à rejoindre l'idée de Cham sur le socle. C'est des outils comme ça qui vont permettre de faire respecter ce qu'on appelle des policies, donc des politiques, afin de pouvoir s'assurer que nos données sont vraiment nos données. Merci. Alors, Maïbou, est-ce que vous avez visité pas mal de data centers dans le monde? Est-ce que le fait de connaître la localisation physique d'un data center peut avoir un impact sur sa sécurité, sur sa souveraineté? Oui, ça c'est une bonne question. J'ai visité beaucoup de data centers, mais pour savoir leur colocation, c'est pas facile, hein? Ça c'est au niveau du security, quoi. Et puis comme Madikelo l'a dit, sur la partie souveraineté, c'est que la sonde de données est quelque chose de vraiment confidential. Il y a des choses que même des grosses boîtes, hein, je ne sais pas, Madike, si tu as entendu, Apple avait fait un leakage. Il y avait un employé qui a fait un leakage, hein, du launching de iPhone. Et actuellement, ça c'est des trucs confidentiels qu'on ne doit pas discuter. Alors, ça c'est des données en fait. D'accord? Alors, des données, c'est vraiment confidentiel, ça doit être scripté, ça doit être audité chaque fois. Et puis, de ce que Madikelo a dit, ça c'est vraiment, je suis vraiment d'accord sur la partie, cryptage et tout ça, des données. Ça c'est vraiment important. Mais avec les data centers que j'ai visités aux États-Unis, en Suisse, pour voir la partie colocation, c'est pas facile de trouver. Ça, c'est vraiment sécurisé. 100% security. Yeah. Merci. Thank you. Merci. Alors,
Ange, comme vous le savez, lorsque l'ADIE inauguré son data center, bon, il y a eu une polémique sur Internet. Hein, tout le monde avait critiqué le fait que on avait fait une publicité, je dirais, de son emplacement. Est-ce que vous, du côté de Sonatel également, vous ne militez pas en la faveur donc de donner l'emplacement de l'hébergement des données pour justement le data center? Comment ça se passe chez vous? Micro. Oui. Alors, donc, pour revenir à la souveraineté numérique, hein, donc, Madiakate en a parlé, mais aujourd'hui, sous notre pic, hein, dans la sous-région, depuis quelques temps quand même, on a soulevé ce principe de souveraineté numérique, qu'on sache, par exemple, les données des pays de l'UEMOA, des données bancaires qui doivent être dans notre zone de l'UEMOA, parce qu'aujourd'hui, en l'état, il y a plusieurs banques qui sont dans la place, mais nos données sont entre la France et les pays du groupe d'origine. Donc, c'est en fait d'où l'importance des data centers qui sont en train d'être déployés aussi bien au Sénégal que dans les pays de l'UEMOA. C'est ce qui permettrait aujourd'hui à tous ces pays-là de répondre à ce besoin-là, de garder nos données. C'est-à-dire les données du Sénégalais lambda qui doivent être au Sénégal. Et ça, pour pouvoir le matérialiser, il faut avoir les data centers et l'environnement qu'il faut au Sénégal. Donc ça, c'est par rapport à la souveraineté numérique. Bon, après, maintenant, pour tout ce qui est emplacement, si j'ai bien compris ta question, aujourd'hui, nous, on a déployé notre data center à Dakar, pas à Dakar-Ville, mais en dehors de Dakar, vers le fisc, comme ça. Et l'ADIE a mis son data center à Diamniadio, bon, c'est pas trop loin. Donc, lorsque nous on a déployé, Diamniadio, ce n'était pas encore d'actualité. Donc, mais quand même, on ne s'arrête pas. Alors, une chose, hein, pour résumer, Sonatel, dans sa façon de fonctionner, ne met jamais les œufs dans le même panier. D'accord? Donc, on a notre data center, on a nos autres data centers de taille moindre, hein, et même au niveau de Diamniadio, on a un projet pour construire un data center là-bas. D'ailleurs, le bâtiment devrait démarrer cette année, d'ici la fin de l'année. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, je pense que il y a pas mal de sujets, hein, pas mal d'éléments à aborder. On n'a pas tout épuisé, mais comme vous le savez, on s'était engagé avec nos internautes pour faire une émission d'1 heure et on a dépassé donc le temps imparti. Peut-être nous allons clôturer et puis se donner rendez-vous très prochainement pour un autre numéro des lives du Social pour parler d'un autre sujet. Certainement, nous reviendrons sur certains éléments, comme par exemple le RGPD, le Règlement général de la protection des données personnelles mis en place par l'Europe, hein, justement, pour parler de ces aspects-là. Ce sera dans le cadre d'une autre émission. Je remercie justement les invités, en commençant par vous qui avez terminé en dernier. Ange Colly, vous êtes responsable donc ingénierie au data center de Sonatel, Maïb Thiam, ambassadeur cluster Digital Africa, ingénieur réseau et sécurité, Madiakate Lo, Google Cloud Architect, donc architecte Infonuage chez Google, et Kiné Diagne Dime Meng, qui est responsable business développement cloud chez Orange Business Service, la branche entreprise de Sonatel. Merci à ceux qui nous ont également suivis, à ceux qui ont donné leurs commentaires, ceux qui ont partagé leur point de vue sur les lives, sur la chaîne YouTube de Sonatel, sur le compte Twitter de Sonatel, également sur la page Facebook Digital 24. L'émission sera également en replay sur la chaîne YouTube de Digital 24 et sur le site digital24.tv. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission-là et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Thank you.
Merci. Merci.